Dans ce cas particulier, je l'ai montré à mon agent, qui était mon agent depuis environ 18 ans à ce moment-là, et il avait lu ma présentation. Sherwood Schwartz avait un sombre secret lorsqu'il a créé Gilligan's Island. Chaque personnage n'a pas été choisi au hasard. Il représentait quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de biblique et de sinistre. Le professeur n'était pas seulement intelligent. Monsieur Howell n'était pas seulement riche, et Gilligan lui-même était le plus troublant de tous. Une fois que vous comprenez ce que chaque personnage représente réellement, chaque épisode devient quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir de cette comédie innocente. Sherwood Schwartz n'a jamais considéré Gilligan's Island comme une simple sitcom idiote. Il l'a vue comme une sorte de laboratoire humain, une expérience sociale cachée sous les rires. Chaque personnage qu'il a créé était conçu pour représenter une partie de la société américaine. L'homme riche, la fermière, la star de cinéma, l'intellectuel, l'homme ordinaire. Lorsqu'il a présenté la série à CBS pour la première fois, ils lui ont dit que c'était trop irréaliste. Mais Schwartz a tenu bon. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de réalisme. Il s'agissait de réduire la société à l'essentiel et de regarder ce qui se passait. Il a passé des mois à rédiger des profils pour chaque personnage, en s'assurant que leur personnalité s'opposait juste assez pour créer de la comédie et juste assez pour créer du chaos. Il a même expliqué que les personnages ne s'échapperaient jamais de l'île parce que leurs propres défauts, leur fierté, leur avidité, leur envie, leur colère les mainteniraient bloqués. Et c'était le but. Mais au début, les acteurs étaient complètement différents. Le pilote original comprenait 2 secrétaires nommés Ginger et Bonnie. Leur rôle était trop similaire. Elles incarnaient toutes les deux le même type de personnage, et cela ne laissait pas de place à la tension ou à la croissance. Alors Schwartz a fait un geste audacieux. Il a abandonné Bonnie et a présenté Marianne, une gentille fermière du Kansas. Cela lui a donné un équilibre parfait. Maintenant, il avait un contraste clair entre la star de cinéma glamour et l'humble fille d'à côté. Cette décision a fini par façonner toute l'énergie de la série. Même le nom de la série a été une bataille. Les dirigeants de CBS voulaient l'appeler les naufragés. Ils pensaient que Gilligan sonnait trop idiot et ne reflétait pas correctement une série d'ensemble. Schwartz n'était pas d'accord. Il croyait que Gilligan n'était pas seulement un personnage. Il était l'étincelle. Celui qui gâchait toujours tout, qui provoquait le chaos, qui sabotait involontairement chaque évasion. La série était son île. Schwartz était prêt à partir s'il changeait le titre. Finalement, CBS a cédé. Des années plus tard, en 1969, ils ont utilisé The Castaways on Gilligan's Island comme nom pour une suite de téléfilms, mais l'original est resté tel qu'il le voulait. Pourtant, CBS n'a donné son feu vert à la série qu'après un autre succès inattendu. The Beverly Hillbillies a été créé en septembre 1962 et a choqué tout le monde en devenant l'émission la plus regardée. Les dirigeants ont soudainement réalisé que les téléspectateurs adoraient les histoires de poissons hors de l'eau, les personnes et sophistiquées dans des environnements inconnus. Cela a donné à Schwartz son ouverture. Il a présenté Gilligan's Island comme l'inverse, un groupe de personnes raffinées jetées dans la nature sauvage. Schwartz avait aussi une idée plus profonde. Il a secrètement basé les 7 naufragés sur les 7 péchés capitaux. Le professeur était l'orgueil, Monsieur Howell était de l'avarice, sa femme était la paresse. Ginger représentait la luxure, Marianne symbolisait l'envie. Le skipper était la colère, et Gilligan. Il était le plus délicat. Certains le considéraient comme de la paresse, d'autres pensaient qu'il était quelque chose d'encore plus sombre, celui qui maintenait tout le monde piégé, le diable sur l'île. Ce n'était plus seulement une comédie. C'était une pièce de moralité. Le processus de casting a été rempli de rebondissements étranges. Jerry Van Dyke, le frère de Dick Van Dyke, s'est vu offrir le rôle de Gilligan en premier. Il l'a refusé, qualifiant le scénario du pire qu'il ait jamais lu.
Au lieu de cela, il a choisi une émission bizarre appelée My Mother the Car en 1965. Elle a échoué et a ensuite été classée parmi les pires émissions jamais réalisées. Van Jake a admis qu'il ne voulait pas être connu comme Gilligan pour toujours. Ce rôle est finalement allé à Bob Denver, qui a changé l'histoire de la télévision, mais tout le monde n'était pas content. Tina Louise, qui jouait Ginger, a été piégée pour accepter le rôle. On lui a dit que son personnage serait central. Cela ne s'est jamais produit. Ginger est devenue un stéréotype unidimensionnel de star de cinéma. Louise s'est sentie isolée pendant le tournage. Tandis que le reste de la distribution riait et créait des liens entre les scènes, elle restait souvent assise seule. Bob Denver a refusé de poser pour des photos publicitaires avec elle. Elle n'est jamais revenue pour une émission spéciale de retrouvailles. Elle s'est sentie trahie. D'un autre côté, Dawn Wells a mérité sa place en tant que Marianne en battant plus de 350 autres actrices, dont une jeune Raquel Welch. Les producteurs voulaient quelqu'un qui se sente familier, abordable, sain. Wells était payé 700 $ par semaine au début du tournage, en 1964. Sa version de Marianne est devenue si appréciée que les fans lui ont dit plus tard « J'ai épousé une Marianne ». Lorsqu'elle est décédée en 2020 de la COVID-19, Tina Louise est devenue le dernier membre survivant de la distribution principale. Le casting du skipper a été presque un miracle. Schwartz mangeait un jour dans un restaurant lorsqu'il a aperçu un homme à une autre table et a lâché « C'est lui, c'était Alan Hale Jr. » Le seul problème était qu'Hale était déjà parti pour un tournage de film dans l'Utah. Ils l'ont retrouvé et il a fait de l'autostop avec un chauffeur de camion jusqu'à Las Vegas, puis a pris un vol pour Los Angeles pour l'audition. Il a réussi. Natalie Schafer, qui jouait Madame Howell, n'a accepté le rôle que parce qu'elle voulait des vacances gratuites à Hawaï. Elle pensait que la série était en dessous d'elle et ne s'attendait pas à ce qu'elle dure. Son agent lui a dit « Vous serez payé et ce sera fini dans 6 mois ». Elle a pleuré quand elle a eu le rôle. Ils ont filmé le pilote à Hawaï, puis ont transféré la production à Los Angeles. Ces vacances tropicales ont duré exactement un épisode. Les débuts de la série ne se sont pas déroulés comme prévu. Elle a été diffusée le même soir que The Ed Sullivan Show, l'émission la plus populaire en Amérique. CBS craignait la catastrophe, mais à leur grande surprise, Gilligan's Island a tenu bon. Son premier épisode a attiré près de 12 millions de foyers. Elle a terminé sa première saison au 18e rang avec une cote de 24 recettes. Cela signifiait que plus de 13 millions de foyers étaient à l'écoute. Le réseau s'était trompé. Pourtant, la plus grande controverse ne portait pas sur l'écriture ou la distribution. C'était la chanson thème. La version originale ne mentionnait pas le professeur ou Marianne. Elle se terminait simplement par « et le reste ». Cette phrase a provoqué un tollé. Les téléspectateurs ont inondé CBS de lettres de colère. Même Russell Johnson et Dawn Wells étaient contrariés. Mais Bob Denver a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit au réseau que s'il n'ajoutait pas les noms manquants, il devrait également supprimer le sien. La star de la série était prête à disparaître du générique juste pour soutenir ses co-stars. CBS a cédé. À partir de la 2e saison, tout le monde a été nommé. C'est la version dont le monde se souvient. Et puis, il y a le navire, le SS Minnow. Ce nom n'était pas aléatoire. C'était une insulte. Newton Minnow, président de la FCC, avait prononcé un célèbre discours en 1961, qualifiant la télévision de vaste terrain vague. Schwartz détestait cela. Il estimait que les réseaux utilisaient ce discours pour prendre le contrôle des décisions créatives. Alors, il a nommé le navire d'après Minnow, juste pour se venger. Il a même ajouté un « N » supplémentaire pour éviter les problèmes juridiques. La blague était cinglante. Le navire portant le nom de Minnow s'écraserait et piégerait ses passagers pour toujours. Minnow a déclaré plus tard qu'il trouvait toute l'affaire amusante. Les gens pensaient qu'ils regardaient une île réelle, un paradis tropical de rêve entouré d'un océan sans fin. Mais la vérité était complètement différente. Tout,
les palmiers, la plage, même le lagon était faux. L'ensemble du décor de Gilligan's Island a été construit sur un simple parking au CBS Studio Center à Studio City, en Californie. Le lagon qui avait l'air si paisible à l'écran était en fait un réservoir d'eau artificielle enfoncé dans un coin du terrain. Il a coûté 15 000 $ à CBS dans les années 1960, ce qui aujourd'hui représenterait plus de 600 000 $. C'est ce qu'ils ont dépensé, juste pour donner l'impression d'une île. Pour le construire, ils ont dû creuser le trottoir et poser une base en béton noir pour retenir l'eau. Certains des arbres étaient réels, mais la plupart étaient en plastique ou simplement des troncs nus avec de fausses frondes attachées pour donner l'illusion d'une jungle luxuriante. Le lagon ne faisait que 4 pieds de profondeur et avait une petite cascade pour lui donner l'apparence d'une piscine naturelle. L'océan que vous avez vu à l'écran, il n'existait pas. Ce n'était que le bord du réservoir, filmé de manière intelligente pour cacher tout ce qui l'entourait. Et même cela n'a pas été facile. Le réservoir n'arrêtait pas de fuir. Ils ont dû le vider et le remplir jusqu'à ce qu'il fonctionne enfin. Mais le plus difficile n'était pas l'illusion. C'était le bruit. Le terrain de CBS était à seulement un demi-mile d'une autoroute principale et la circulation était un cauchemar constant. On pouvait entendre des voitures, des camions et même des avions voler vers l'aéroport de Burbank. Cela a ruiné, prise après prise. Ils ont dû filmer toutes les scènes du lagon après 9 heures du matin juste pour éviter les bruits les plus forts des heures de pointe. Don Wells s'est souvenu avoir filmé des scènes d'hiver emmitouflées dans des parkas, puis être passé à des vêtements d'été pour tourner par un temps glacial, le tout pendant que des voitures klaxonnaient et que des avions rugissaient au-dessus de sa tête. L'île avait peut-être l'air déserte, mais elle était en fait en plein milieu du chaos de Los Angeles. L'eau n'était pas seulement peu profonde, elle était brutalement froide. Les matins froids de Californie, la température pouvait descendre à 4 degrés. Bob Denver, qui jouait Gilligan, passait le plus de temps dans le chaos. Il portait une combinaison de plongée sous son costume juste pour survivre au réservoir glacé avec sa chemise rouge boutonnée jusqu'en haut pour la cacher. Mais même la combinaison de plongée ne pouvait pas empêcher le froid de s'infiltrer. Certains matins, ses lèvres devenaient violettes et il ne pouvait pas dire ses répliques. Il est une fois entré directement dans la douche de son vestiaire, entièrement vêtu, chaussures comprises, juste pour se réchauffer. Russell Johnson portait également des combinaisons de plongée, mais elles n'étaient pas d'une grande aide pendant les scènes d'action. Le lagon n'avait pas de système de chauffage. Il n'a jamais fait chaud. Pas une seule fois. Même les noix de coco n'étaient pas réelles. Ils ont commencé avec de vraies coquilles de noix de coco pour rester fidèles à l'ambiance de l'île, mais celles-ci absorbaient le liquide et devenaient détrempées pendant le tournage. Pire encore, elles ne sonnaient pas bien lorsque quelqu'un les entrechoquait ou les laissait tomber. Le son était trop doux pour que les micros le captent. Alors, ils les ont remplacés par des copies en céramique et ont ajouté les fameux sons de noix de coco plus tard en studio. Ce que les gens entendaient à la télévision n'était pas réel. Il a été soigneusement ajouté en post-production. Et puis, il y avait les westerns. Le même terrain de studio a été utilisé pour plusieurs émissions, dont Gunsmoke. Parfois, il filmait des scènes de Gilligan's Island le matin, puis passait à des scènes de cow-boy l'après-midi. Tous les faux palmiers étaient échangés contre des virevoltants et des broussailles du désert. Dans un épisode où Gilligan rêve qu'il est dans une ville de l'Ouest, vous pouvez réellement apercevoir la maison Dodge et le bureau du Marshall Dillon de Gunsmoke en arrière-plan. Un tas d'autres émissions ont également été filmées là-bas. Wild Wild West, Evening Shade, Stained Elsewhere et The Big Valley. Ce qui est fou, c'est que Gunsmoke a fini par prendre la plage horaire de Gilligan's Islands en 1967. Tout cela parce que la femme du président de CBS aimait mieux les westerns. Elle se fichait de la popularité de Gilligan. Elle voulait juste récupérer ses cow-boys. L'un des secrets les plus surprenants était Natalie Schafer,
qui jouait l'élégante Madame Howell. Tout le monde pensait qu'elle avait la cinquantaine lorsque la série a commencé en 1964, mais elle en avait en fait 64. Elle cachait son âge à Hollywood depuis plus de 30 ans. Son contrat comportait même des règles spéciales pour éviter les gros plans et les mouvements délicats. Elle avait 12 ans de plus que son mari à l'écran, Jim Backus. Mais personne ne l'a jamais deviné. Lorsqu'elle est décédée en 1991, à l'âge de 90 ans, elle a finalement dit la vérité. Elle voulait que sa nécrologie révèle son âge réel juste pour que les gens halètent et disent « Elle avait quel âge? » Alan Hale Jr., le skipper, était aussi dur qu'il en avait l'air. Un jour, pendant le tournage, il est tombé d'un arbre et s'est cassé le poignet, mais il n'a rien dit à personne. Il a continué à filmer pendant 3 semaines de plus, soulevant des accessoires, faisant des cascades et portant Bob Denver, le tout avec un poignet cassé. À la fin de la saison, le producteur l'a finalement remarqué et l'a emmené d'urgence chez un médecin. Il a eu un plâtre jusqu'au coude. Ce n'était même pas sa seule blessure. Dans un autre épisode, une échelle en bambou s'est cassée et l'a poignardé à l'oreille, mais il ne s'est jamais plaint. Il a juste continué à se présenter et à faire son travail. Tout n'était pas amical sur le plateau. Dawn Wells, qui jouait Marianne, recevait plus de 5000 lettres de fans chaque semaine. Tina Louise, qui jouait Ginger, n'en recevait pas autant. Cela a créé des tensions. Tina se considérait comme une actrice sérieuse. Ne faisant pas partie du groupe, elle a gardé ses distances et a même manqué le film de retrouvailles. De 1968, Rescue from Gilligan's Island. Dawn a dit qu'elle l'avait contactée, mais Tina n'a jamais répondu. Elles étaient polies sur le plateau, mais jamais proches. Russell Johnson, le professeur, avait l'une des histoires les plus inattendues. Avant de devenir acteur, il était un véritable héros de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a effectué 44 missions de bombardement dans le Pacifique. Le 4 mars 1945, lors de sa dernière mission au-dessus des Philippines, son avion a été touché et s'est abîmé dans la mer. Il s'était cassé les 2 chevilles et l'un des membres de son équipage est mort. Il a reçu une Purple Heart, une étoile de bronze, une médaille de missile de l'air et plusieurs autres distinctions. Après avoir été libéré en tant que premier lieutenant en novembre 1945, il a utilisé son GI Bill pour étudier le théâtre. Ainsi, l'homme qui construisait calmement des radios à partir de noix de coco à la télévision avait survécu à de vrais combats dans le Pacifique. Quant à Bob Denver, son histoire réelle avait une douce chaleur. Il a été marié à Drea Denver pendant plus de 25 ans. Ils se sont rencontrés en jouant ensemble dans une pièce de théâtre intitulée « Play It Again, Sam » et sont restés proches depuis. Bob l'appréciait profondément, lui disant chaque matin à quel point il était reconnaissant de leur vie. Ils ont joué ensemble dans des projets de retrouvailles et ont même fait une tournée aux États-Unis et au Canada pendant des années. Malgré les pressions de la célébrité, Bob évoluait, est resté terre à terre, toujours prêt à rencontrer des fans et à signer des autographes, quelle que soit la longueur de la file d'attente. C'est une chose de tourner une ASIAN, une émission de télévision avec un budget serré. C'en est une autre de laisser vos erreurs si visibles que même un spectateur occasionnel ne peut pas les ignorer. Gilligan's Island était censé être une évasion légère, juste 7 naufragés sur une île tropicale. Mais si vous regardez attentivement, cela devient quelque chose d'autre entièrement. Dès la toute première saison en 1964, les choses s'effondraient déjà derrière les feuilles de palmier. Dans un des premiers épisodes intitulé « Home Sweetie », l'illusion s'est complètement brisée. Vous êtes censé croire qu'il s'agit d'une île déserte, intacte par la technologie moderne. Mais là, sur le mur de la cabane du professeur, l'ombre d'un micro-perche flotte pendant plusieurs longues secondes. Elle ne fait pas que passer rapidement. Elle s'attarde presque comme un fantôme du monde réel qui s'immisce dans la fantaisie. Et ce n'était pas un cas isolé. Dans Three to Get Ready, alors que le skipper parle sous un arbre, une longue ombre rampe sur une branche juste là où un nid d'oiseau est perché. Vous regardez une scène dramatique, et tout d'un coup, elle est là,
Cette barre sombre dérivant à travers les feuilles comme si un machiniste oublié était entré dans le cadre. Dans l'épisode 9, les choses ont empiré. Les scènes de la grotte souterraine étaient censées être exiguës et mystérieuses. Au lieu de cela, la caméra a capturé une tête de micro complète en haut à gauche de l'écran, juste assise là, pendant que le skipper et Gilligan se disputent, et pas pour un clin d'œil, mais pendant plusieurs secondes péniblement évidentes. Ce genre d'erreur s'est produit si souvent qu'à la fin des 3 saisons de l'émission en 1967, les fans ne regardaient pas seulement pour l'intrigue, ils se cannaient les ombres. Mais il n'y avait pas que des problèmes techniques. Même la vie personnelle des acteurs s'est infiltrée à travers les fissures. L'une des gaffes les plus évidentes est survenue dans l'épisode 28 de la saison 1, They're Off and Running, qui a été diffusé le 10 avril 1965. Bob Denver, le visage de Gilligan, l'éternel célibataire idiot, a accidentellement gardé son alliance au doigt pendant les scènes de course de tortues. La caméra ne l'a pas non plus évité. Elle a capturé des plans complets de sa main annulaire alors qu'il s'accroupissait près des tortues de course, la bande argentée scintillant sous le soleil de l'île. Cela contrastait complètement avec son personnage, qui était terrifié par les femmes et allergique à l'engagement. Dans la vraie vie, chef à la vraie vie à Malice, Osai Denver avait été marié plusieurs fois, mais sur le plateau, quelqu'un avait oublié de lui demander d'enlever sa bague. Ou peut-être qu'il filmait trop vite pour s'en soucier. Quoi qu'il en soit, le résultat était clair. Gilligan, l'homme-enfant aux yeux écarquillés du groupe, était marié et personne n'a expliqué pourquoi. Les effets spéciaux n'étaient pas beaucoup mieux. Dans Gilligan's Personal Magnetism, saison 3, épisode 21, ils ont opté pour quelque chose de magique, des fruits flottants. Gilligan avait soudainement des pouvoirs et des raisins et des poires ont commencé à glisser sur la table à manger. Cela aurait fonctionné sans les fils. Des fils minces, argentés et clairement visibles reflétaient la lumière juste en dessous du plafond de la cabane. Et quand Gilligan a pris une bouchée de la poire flottante, le fil qui la retenait a tremblé comme une ficelle de marionnette. Ce n'était même pas subtil. On pouvait réellement voir la tension. La même chose s'est produite dans It's Magic, où une scène de table en lévitation a été presque ruinée par des câbles de suspension visibles qui pendaient dans le cadre. Ils n'ont pas pris la peine de peindre les câbles en noir. Ils n'ont même pas déplacé les lumières pour éviter la réflexion. Il était clair qu'ils n'avaient pas le temps de refaire la prise. Ces effets étaient uniques, peu importe leur aspect faux. Un épisode impliquant un sous-marin a peut-être été la pire infraction de toutes. C'était censé être ce moment excitant, légèrement idiot. Gilligan, piégé dans un sous-marin japonais, s'échappe d'une manière ou d'une autre et l'emmène faire un tour dans le lagon. Mais ensuite, vous regardez attentivement. Ses jambes et ses pieds, entièrement visibles, éclaboussent à l'extérieur du sous-marin. La caméra était mal orientée. Vous êtes censé croire qu'il est en sécurité à l'intérieur. Le voilà, se débattant dans l'océan. Et puis, il y a le réservoir de plongée près du périscope. Juste au moment où le sous-marin tourne, vous pouvez clairement voir un réservoir de plongée apparaître. Aucune explication, aucune tentative de le cacher. Juste là, juste dans le plan. Le lagon lui-même n'était même pas profond. Il faisait à peine 4 pieds. Et c'était l'hiver, un froid glacial. Bob Denver a dû tourner plusieurs prises de ces scènes humides dans une eau amère. Pas de combinaison de plongée, pas de doublure, juste Denver. Un lagon peu profond et un sous-marin accessoire rempli de gaffes, mais rien comparé aux dangers réels auxquels il avait été confronté en 1966. Pendant le tournage de Feed the Kitty, le scénario prévoyait qu'un lion se prélasserait tranquillement sur un lit pendant que Gilligan passait sur la pointe des pieds. Le lion nommé Zamba avait répété la scène plusieurs fois sans problème. Mais lorsque les caméras ont tourné, quelque chose a mal tourné. Zamba n'est pas resté immobile. Il a foncé droit sur Bob Denver, un prédateur de 400 livres en l'air, visant la gorge de l'acteur. La seule chose qui l'a sauvé a été un pur hasard. Le lit n'avait pas été boulonné. Lorsque Zamba a pris son élan, le lit a glissé vers l'arrière,
déjouant son saut et le faisant tomber juste à court. À seulement 2 pieds ça de la catastrophe. L'entraîneur Ralph Heeler s'est précipité et a éloigné le lion. Denver est resté figé pendant 1 seconde, puis a esquissé un sourire. « OK, encore une fois », a-t-il dit, « et gardez le lit lâche au cas où il sauterait à nouveau. » Sherwood Schwartz, le créateur de la série, a admis plus tard que c'était fort probablement le moment le plus effrayant de l'histoire de Gilligan's Island. Et tout cela n'aurait peut-être jamais été diffusé du tout. Si l'histoire avait pris une tournure différente en 1963, juste au moment où la série filmait ses dernières scènes pilotes à Honolulu, la tragédie a frappé. Le 22 novembre, la nouvelle de l'assassinat du président John F. Kennedy a arrêté la nation. L'équipe était encore à Hawaï le lendemain, tournant la scène emblématique du SS Minnow quittant le port. L'atmosphère était sombre. Même s'ils ont réussi à filmer le départ ce jour-là, l'armée américaine a fermé tous les ports et installations pour le week-end. Cela comprenait Honolulu Harbor. L'équipe de production devait s'envoler avant la réouverture du port. Ils n'avaient pas plus de temps, plus d'argent, et la série était sur le point de s'effondrer. Mais ils ont eu de la chance. La scène a fait son chemin dans le générique d'ouverture, et si vous regardez attentivement, vous verrez un détail glaçant. Le SS Minnow, dérivant devant un drapeau américain à mi-mât. Un petit moment solennel enfoui à l'intérieur d'une série comique. Un rappel d'un pays en deuil cousu à jamais dans la toile de fond de l'une des émissions les plus étranges, les plus bâclées et les plus inoubliables de la télévision. Lorsque vous écoutez la chanson thème, il est clairement dit qu'il y avait 7 personnes à bord du SS Minnow. C'est tout. 5 passagers, le skipper et Gilligan. Mais lorsque vous revenez en arrière et regardez attentivement les anciennes images, image par image, il y a quelqu'un d'autre, une 8e silhouette sombre assise là. Vous ne pouvez pas la repérer à l'œil nu, mais grâce aux outils vidéo modernes, c'est devenu clair. Et une fois que les gens l'ont remarqué, ils n'ont pas pu l'oublier. Qui était cette personne et pourquoi n'a-t-elle jamais été mentionnée? Ce tout petit détail a fait sombrer les fans dans des théories sombres. Certains croient que la 8e personne a été jetée par-dessus bord. D'autres disent que peut-être qu'ils ne sont jamais arrivés à terre du tout, dévorés par des requins avant que personne ne le remarque. La théorie la plus sombre est celle dont les gens n'aiment pas parler. Et si cette personne était arrivée sur l'île et que quelque chose de terrible s'était produit? Et si les naufragés étaient à court de nourriture et avaient choisi de survivre de la pire façon imaginable? Personne ne l'a jamais confirmé. Le créateur de la série, Sherwood Schwartz, est décédé en 2011, sans jamais dire un mot sur cette silhouette supplémentaire. Il pourrait s'agir d'un membre de l'équipe de tournage ou de quelque chose de beaucoup plus glaçant. Ensuite, il y a la robe de Marianne. Tout le monde se souvient de cette jolie tenue Vichy rouge et blanche qu'elle portait dans presque tous les épisodes. Mais la plupart des gens n'ont jamais remarqué un minuscule détail sur le côté gauche du tissu caché à la vue de tous. Les mots SS Minnow étaient légèrement imprimés sur la robe. Il s'avère que le département des costumes avait découpé le vieux sac de marin de Gilligan et cousu le tissu dans des vêtements. Ils n'avaient pas grand-chose avec quoi travailler avec un budget serré, alors ils ont réutilisé tout ce qu'ils pouvaient. Et ce n'était pas une chose ponctuelle. Tout au long de la série, des parties du navire et de leurs bagages ont été discrètement transformées en tenues. Cette robe n'était pas seulement mignonne, c'était un symbole silencieux de survie. Et cela a également montré comment Marianne, avec son charme calme et pratique, trouvait toujours un moyen de tirer le meilleur parti de ce qu'elle avait. Mais l'île elle-même, c'est là que l'histoire devient plus étrange. Dans un épisode intitulé X Marks the Spot, une émission de radio donne la position de l'île comme étant à 140 degrés de latitude et 10 degrés de longitude. Mais seulement quelques épisodes plus tard, dans Big Man, on a Little Stick, le professeur dit à un surfeur. L'île est à 110 degrés de longitude et 10 degrés de latitude. C'est une partie du monde complètement différente.
Pire encore, la latitude ne dépasse pas 90 degrés, donc le premier ensemble de coordonnées n'a aucun sens. Si le deuxième ensemble est correct, l'île aurait été quelque part loin au sud-est d'Hawaï. Cette simple erreur a donné naissance à une autre théorie. La raison pour laquelle personne ne les a jamais trouvés était qu'ils continuaient d'être dans le mauvais océan. Chaque fois que quelqu'un cherchait, il était à des kilomètres et des kilomètres de l'endroit où il était censé être. Ce n'était pas seulement de la malchance, c'était une mauvaise géographie. Et dans les coulisses, tout n'était pas amusant et jeu. Tina Louise, qui jouait Ginger, pensait qu'elle allait être la star principale. Elle avait un contrat qui lui garantissait les costumes les plus glamour et beaucoup de temps d'écran. Pendant ce temps, Dawn Wells, qui jouait Marianne, n'était même pas dans le pilote original. Son nom ne figurait pas dans la chanson thème de la première saison, mais le public aimait son style terre-à-terre et sa personnalité douce. Au fur et à mesure que la série avançait, une rivalité discrète s'est développée. Le département des costumes a commencé à donner à Ginger des tenues brillantes et exagérées, tandis que les vêtements de Marianne sont restés simples. Les fans l'ont remarqué, tout comme les capteurs. CBS a dû intervenir plus d'une fois pour couvrir trop de peau, surtout lorsque la compétition entre les actrices est devenue plus intense. Mais étrangement, cette tension dans les coulisses a créé quelque chose qui fonctionnait parfaitement à la caméra. Ginger est devenue la star de cinéma glamour et Marianne était la fille accessible d'à côté.